Bernard Attali, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, Roland Barthes évoquait le fameux petit point sur le nez pour illustrer la découverte d'un défaut impardonnable chez l'autre. On ne va pas parler de relations amoureuses, hein, Bernard Attali, comme il est question chez Roland Barthes, mais plutôt de relations professionnelles, côté business, côté corporate. Est-ce qu'il y a un détail que vous ne supportez absolument pas chez l'autre, chez quelqu'un qui travaille avec vous? Oui, en effet, c'est une bonne question. Personnellement, je déteste le regard fuyant. Si quelqu'un, soit collaborateur, soit des partenaires de travail, ne me regarde pas ou fuit mon regard, cela m'installe dans la méfiance. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, comme toujours, avec sur votre écran et sur le mien Bernard Attali, qui a été patron de plusieurs grandes entreprises et qui a aujourd'hui plusieurs activités. Votre fiche de poste, d'ailleurs, monsieur Attali, je vais vous laisser la décrire vous-même. Qu'est-ce qui est inscrit sur votre carte de visite? Comment est-ce que vous décririez aujourd'hui? Eh bien, après avoir été à la tête de plusieurs entreprises, le GAN, Air France, quelques grandes banques internationales, aujourd'hui, je partage mon temps entre le monde de la finance, le private equity, essentiellement l'investissement, et le monde juridique dans un grand cabinet d'avocats d'affaires. Et pour le reste, j'écris. Vous écrivez et votre plus beau souvenir en tant que patron, cette fois, Bernard Attali, est-ce qu'il y a un souvenir de patron qui vous reste en tête? Oh oui, bon, il y en a évidemment beaucoup, mais Euh, l'un de mes souvenirs les plus marquants, c'est lorsque j'étais président d'Air France, j'ai eu droit à une grande grève dès que je suis arrivé, une grande grève de mécaniciens. Et cette grève, personne ne pouvait me l'expliquer. Elle était dangereuse, cette grève des mécaniciens. D'abord parce qu'elle était totalement spontanée, ensuite parce qu'elle touchait de près la sécurité des avions. Et personne n'était capable d'expliquer pourquoi cette grève s'était déclenchée, puisque les revendications n'étaient même pas salariales, elles n'étaient même pas sur les conditions de travail, pas exactement sur les conditions de travail. Collaborateurs et consultants n'étaient pas capables de me l'expliquer. J'ai un jour décidé d'aller voir moi-même dans les ateliers ce qui se passait. On m'avait dit que c'était un peu dangereux parce qu'un patron qui va au milieu des mécaniciens, ça peut être un peu provocateur. Bon, j'y étais, je me souviens très bien, un matin très tôt, puis j'ai eu 2 heures de discussion et j'ai, à l'occasion de cette discussion, qui fut d'ailleurs extrêmement ouverte, un peu brutale, mais finalement très positive, j'ai compris une chose. J'ai compris qu'on avait, au cours du passé récent, à la suite de différents plans sociaux, éliminé les seniors, fait partir les plus anciens. Que les jeunes qui étaient au travail, ils étaient un peu paumés. Ils n'avaient plus de coach, ils ne savaient plus où était la priorité dans le travail quotidien, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'ils me disaient? Ils me disaient, on ne fait plus du bon travail. On était fiers de notre boulot et on n'est plus fiers de notre boulot. J'ai à ce moment-là recruté repris à nouveau, à la surprise générale, une centaine d'anciens. Et la grève s'est arrêtée en l'espace de 3 semaines. Pourquoi est-ce que c'est un bon souvenir? Je dirais que ce n'est pas nécessairement un bon souvenir. C'est un souvenir qui m'a appris 2 ou 3 choses. D'abord que rien ne remplace le contact direct, quelle que soit la qualité de vos collaborateurs. Il y a des moments où il faut avoir soi-même écouté son instinct. Et puis la deuxième chose que j'ai appris, c'est que tout n'est pas dans les livres. C'est très souvent dans le contact humain que l'on découvre des choses que les ouvrages de management ne vous enseignent pas. Et si je vous écoute bien, Bernard Attali, ce que vous avez compris aussi, et ce qu'il faut comprendre de cet enseignement, c'est que la transmission, c'est extrêmement important. Et si on n'a pas quelqu'un au-dessus de soi de plus expérimenté que soi, de plus senior, eh bien, C'est ça. il se C'est passe ça, moins de et, choses, quoi. c'est un des travers de nos plans sociaux d'une manière générale, ceci dit de façon générique, c'est que très souvent on a tendance à éliminer les anciens pour faire, si je puis dire, un peu de cost-cutting, et on a tort. On a Mm. tort à plusieurs titres, mais on a tort en particulier parce qu'ils sont la mémoire de l'entreprise. Mm. Ils savent des choses qui ne sont pas dans les manuels, encore une fois, et dont les jeunes ont besoin. Et Mm. donc, il est essentiel de trouver cet équilibre entre générations pour trouver un équilibre tout court dans l'entreprise.
Bernard Attali, vous évoquez Air France et c'est justement après ce poste de patron d'Air France que vous avez décidé de prendre une cure de silence médiatique, une discrétion. Vous vous êtes fait oublier volontairement. Pourquoi? Oui, tout à fait volontairement. Vous savez, quand on dirige une entreprise comme Air France, c'est normal. On est hyper médiatisé, on est immédiatement happé par vous, les journalistes, les médias. Et pour vous dire la vérité, j'ai détesté cette partie du métier parce que chacun est fait comme comme il est fait. Et personnellement, je déteste la médiatisation des patrons et en particulier la mienne. Donc en effet, quand je n'y étais plus obligé, c'est-à-dire après mon départ d'Air France, j'ai non pas décidé, mais tout simplement voulu travailler tranquille, si je puis dire, à l'abri des projecteurs. Est-ce que vous trouvez, Bernard Attali, qu'avec les réseaux sociaux, avec le web, avec l'image qui circule toujours plus vite et toujours mieux dans une certaine mesure, enfin, ça reste à prouver et on peut en discuter, mais est-ce qu'il n'y a pas une starification des patrons et une visibilité de plus en plus accrue? Et est-ce que peut-être les patrons n'en veulent pas un petit peu de cette starification, selon vous? Bien sûr, la réponse est dans votre question. À l'évidence, il y a, comme vous dites, une starification des patrons que personnellement je trouve tout à fait détestable. Parce que dans beaucoup de cas, elle va beaucoup trop loin. Vous savez, une entreprise, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui sont habités par un objectif commun ou pour une volonté commune. Et le patron, ça n'est ni plus ni moins qu'un chef d'orchestre. Et si le chef d'orchestre ne joue pas son rôle en respectant les premiers violons et d'ailleurs d'une manière générale tous les musiciens qui sont devant lui, eh bien il se comporte mal. Or, c'est vraiment un travers. Je ne sais pas si c'est un travers français, mais c'est un travers aujourd'hui de voir incité par les médias beaucoup de patrons jouer en solo. Tenez, je vais prendre un exemple. Il y a quelques semaines, un grand patron dans un grand journal, qui n'est pas le vôtre, faisait une interview, très grande interview, manifestement très travaillée, sur les succès de son entreprise en dépit de la crise. Une grande page du journal, sans un mot pour ses équipes, sans un mot pour ses sous-traitants. J'ai trouvé ça tout à fait détestable. L'homme en question est très certainement un excellent manager, mais j'ai trouvé que son numéro, je cherche un mot poli, son numéro n'était pas décent. Donc la starification des patrons, ça va au détriment des équipes qui ne reçoivent du coup pas assez de mérite. On ne distribue pas assez les compliments. On est en France, on n'est pas aux États-Unis, si je puis dire. Et donc, les équipes, bien sûr, elles souhaitent être rémunérées au niveau de leurs compétences, mais elles souhaitent aussi être valorisées dans leur travail. Et si le chef ne valorise pas les troupes le ressentent très profondément. Bernard Attali, vous avez évoqué la France, les États-Unis, le monde de l'entrepreneuriat nouvelle génération, la start-up, l'entrepreneuriat façon start-up, le nouveau monde, il vous inspire quoi? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce qui vous inspire, ce nouveau monde de l'entrepreneuriat? Ouais, d'abord, personnellement, je n'aime pas trop cette dénomination du nouveau monde. Je crois que le monde évolue en permanence, les temps changent, mais que pourrait-il faire d'autre? Donc la dénomination du nouveau monde ne me convient pas. Cela étant, pour répondre plus précisément à votre question, je suis très admiratif. Moi, je suis très admiratif par la nouvelle génération de jeunes qui viennent aux manettes de l'économie française, soit dans les startups et pas uniquement dans les startups, et qui vraiment sont, je trouve, d'une très grande qualité. Je ne suis pas le seul à le trouver d'ailleurs, puisque beaucoup de ces jeunes sont recrutés aujourd'hui, notamment par des entreprises étrangères. Je faisais le compte l'autre jour des patrons français qui sont aujourd'hui à la tête de grandes entreprises internationales. C'est assez fascinant de voir qu'ils sont très nombreux. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a chez les jeunes d'aujourd'hui une envie d'entreprendre, une envie de prendre des risques,
et d'aller au charbon, qu'ils soient diplômés ou pas d'ailleurs. Je m'en suis rendu compte à l'occasion d'un rapport que j'ai fait pour le Premier ministre sur l'école polytechnique. Il y a chez les diplômés et chez les non-diplômés aujourd'hui en France une vraie volonté d'entreprendre. Et ça, c'est tout à fait encourageant. Monsieur Attali, vous êtes énarque, mais en 2015, vous venez de le dire, on vous avait demandé un rapport sur l'école polytechnique. Donc l'ENA, elle est très décriée depuis en gros l'élection de Monsieur Macron à la présidence de la République française. L'X, l'école polytechnique, est beaucoup moins décriée. Pourtant, c'est aussi un élitisme très français. Ce sont les deux meilleures écoles françaises. Qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup d'agacement. Je trouve qu'on a tort de décrier l'élitisme. Je trouve que c'est un réflexe populiste qui me fait penser, vous savez, à ce qu'on disait pendant la Révolution, la République n'a pas besoin de savants. Ben oui, la République a besoin de savants, la République a besoin d'élites. Alors, je défends volontiers les grandes écoles de ce point de vue, même si ENA ou école polytechnique, il est important qu'elles s'ouvrent sur une grande diversification sociale, mais je défends volontiers la sélection à la française, y compris au niveau universitaire, parce que toute nation a besoin d'une élite à la condition que celle-ci reste démocratiquement sélectionnée. Une élite démocratique pour Bernard Attali. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et qui sait, peut-être à bientôt, peut-être pourquoi pas au beau jour sur une terrasse à prendre un café. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment. D'accord pour le bistrot. À bientôt.